Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Cette semaine, il sera question de littérature africaine. Notre dossier du jour sera aujourd'hui consacré à la Guinée avec sa capitale Conakry, nommée capitale mondiale du livre. Les rendez-vous, vous le savez, se succèdent depuis le mois d'avril. Mais avant, l'actualité avec au programme le groupe terroriste Ansar al-Sharia qui a annoncé sa dissolution. Également dans l'actualité, le début des inscriptions sur les listes électorales à Kinshasa en République démocratique du Congo. Une opération en vue des élections prévues avant la fin de l'année 2017. Et pour débattre autour de toute cette actualité, nos éditorialistes, tout d'abord Jean-Marie Bitomo. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Zara et bienvenue sur le plateau d'ANR. Merci beaucoup. On vous souhaite la bienvenue et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Également sur ce plateau, Alfred Chongo. Bienvenue Alfred. Très heureux Zara de faire cette première avec vous. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis aussi merci de leur accueil bienveillant. Et à Jean-Marie. Merci Alfred. Merci. Alors on commence tout de suite par l'info du jour. Alors en Libye, Ansar al-Sharia annonce donc sa dissolution. Formé en 2011, le groupe terroriste s'était implanté à la fois à l'est mais aussi à l'ouest de la Libye. Ansar al-Sharia qui admet assez implicitement avoir été affaibli par la guerre menée par le maréchal Khalifa Haftar. Corinne Camden. Le groupe djihadiste libyen Ansar al-Sharia a annoncé sa dissolution dans un communiqué publié sur Internet ce samedi 27 mai. Dans ce communiqué, le groupe admet implicitement avoir été affaibli par la guerre contre les forces de l'armée nationale libyenne menée par le général Khalifa Haftar dans l'est du pays. Une dissolution qui ne serait pas pour autant réellement synonyme de progression dans la lutte contre les groupes terroristes dans le pays en crise depuis maintenant 6 ans. Je ne pense pas que il y a un grand effet à cette dissolution de ce groupe. C'est tout à fait la même chose avec le groupe tunisien d'Ansar al-Sharia qui devient Daesh. Ce groupe est terminé depuis 2014, surtout après la mort de son fondateur, Azhawi, qui était tué à Benghazi. Le groupe terroriste a essuyé de lourdes pertes tant au sein de son commandement que dans les rangs de ses combattants au cours de ses confrontations avec l'armée nationale libyenne. Une importante partie de ses membres ont également prêté allégeance à l'organisation État islamique. Le problème pour l'armée nationale, c'est pas que les organisations terroristes. Il y a d'autres organisations comme le groupe compétent libyen qui contrôle la moitié de Tripoli, bien sûr, de M. Belage. C'est vrai que Ansar al-Sharia, ils ont disparu maintenant, mais leurs membres, ils sont toujours actifs. Les terroristes sont là, ils changent de nom, mais ils sont toujours là, à Tripoli, et ça pose beaucoup de problèmes à l'armée libyenne de démanteler, les organisations terroristes, et deuxièmement, tous les milices hors de la loi qui ne sont pas affiliés à aucune force centrale qui agit à leurs intérêts. Loin d'être un signe de victoire pour les forces du général Haftar, cette dissolution annonce surtout un renforcement de l'État islamique. L'armée nationale va devoir faire face désormais à la branche libyenne de l'organisation terroriste dont l'effectif ne cesse de croître. Alors, l'étau s'était resserré ces dernières semaines autour d'Ansar al-Sharia, ces dernières années, tout du moins. Début 2015, l'émir de l'organisation Mohamed al-Zahawi est tombé sous les balles du maréchal Khalifa Haftar. Est-ce que cette date de décembre de début 2015 a signé en quelque sorte le début de la fin pour l'organisation? Alfred? Oui, je pense, Zara, que c'était le début du commencement, j'allais dire, de la dissolution de ce groupe ou de sa fonte dans d'autres groupes armés en Libye, et en particulier l'allégeance qui a été faite pour beaucoup de membres de ce mouvement-là auprès de Daesh, et que donc c'était inéluctable. Mais comme la situation elle est très volatile en Libye, donc ceux qui aujourd'hui perdent leur déventure se retrouvent dans d'autres mouvements et donc se reconvertissent et ça repart. Mais
ils ont subi quand même des coups très importants, que ce soit à Benghazi ou à Sirte. Et justement, on peut véritablement parler d'une véritable traque engagée par le maréchal Khalifa Haftar, donc à savoir depuis septembre 2012, c'est-à-dire juste après l'attaque contre le consulat américain de Benghazi. Avec quel soutien le maréchal Khalifa Haftar a mené toutes ces opérations? Il y a quand même un soutien, si vous voulez, puisque vous avez l'armée nationale libyenne. Il ne faut pas oublier une chose, ces groupes-là sont des groupes qui sont, moi je les appelle des groupes protéiformes, c'est-à-dire ça mute. Tout simplement pourquoi? Parce que dès l'instant que vous avez à l'intérieur des intérêts à défendre, qui sont quoi? Principalement, nous le savons tous aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est l'exploitation du pétrole qui a derrière ça. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Vous avez quand même la communauté internationale qui a essayé de donner à l'armée nationale libyenne, c'est-à-dire des moyens pour pouvoir combattre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de la Libye, la communauté internationale y est pour quelque chose, si vous voulez, à 100% sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc la moindre des choses, ce serait d'aider, si vous voulez, les forces qui sont en présence pour essayer de stabiliser la scène politique de manière... un peu plus sécurisé. On parle notamment de soutien de la part d'Égypte, un soutien du moins d'une aide logistique et également des renseignements que l'État égyptien fournirait au maréchal. Tout à fait. Si vous voulez, bon, l'Égypte, c'est un pays dans lequel vous avez, si vous voulez, vous avez le général Sissi qui est là, qui a quand même, si vous voulez, qui s'est battu avec pas mal de succès, entre guillemets, avec les groupes, si vous voulez, en Égypte, dont l'Égypte a habitué, si vous voulez, à cette guérilla-là, parce que j'appellerais guérilla, entre guillemets, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait depuis longtemps que l'Égypte a face à elle les frères musulmans, dont les frères musulmans, depuis les années 50, dont l'Égypte est plus ou moins rodée à ce genre de combat-là, avec la guérilla qui est interne. Parce que, bon, quand vous avez une armée face à vous, à laquelle vous pouvez opposer des forces qui soient des forces stables, bon, là, vous savez au moins que vous pouvez aller d'une victoire à une autre. Là, ce n'est pas le cas parce que ce sont des groupes qui mutent à chaque fois. Donc, vous avez des collaborations qui se passent à l'intérieur, tout simplement. Pourquoi? Pour des intérêts qui sont autres. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors, cette dissolution marque en quelque sorte la montée quand même en puissance du maréchal Khalifa Haftar, donc commandant en chef de l'armée nationale libyenne à Benghazi. Il a lancé de nombreuses offensives. Il est même parvenu tout de même à récupérer de nombreux, en tout cas les principaux sites pétroliers. Qui est exactement le maréchal Khalifa Haftar, Alfred? C'est un ancien officier de l'armée libyenne qui a été formé par les Américains, qui est revenu par la suite au moment de la chute de Kadhafi pour essayer de stabiliser le pays. Mais alors, oui, c'est parti dans tous les sens. Et aujourd'hui, il bénéficie de l'appui, alors, vous l'avez rappelé, de l'Égypte, mais aussi des Américains, des Russes, comme à un certain moment on voulait le lâcher et donc finalement il a été voir Poutine. Donc il bénéficie de tout ça parce qu'au fond la communauté internationale mise sur lui pour pouvoir stabiliser la Libye et sortir justement de cet état failli de la Libye aujourd'hui. Et parce que c'est un interlocuteur avec qui ils peuvent discuter, il est sorti des académies militaires américaines, donc on peut discuter avec lui. Et l'Union européenne aussi essaye de faire que le gouvernement qui est de coalition, qui est à Tripoli, puisse s'entendre avec Haftar pour reconstituer un semblant d'État. Et justement, une toute dernière question, est-ce que cette dissolution peut permettre un rapprochement entre le maréchal Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj? On sait que les deux hommes ne s'entendent pas très bien, mais en tout cas, chacun a un intérêt à savoir que le maréchal Khalifa Haftar cherche une légitimité à l'international et puis le Premier ministre, lui, est à la recherche d'une véritable force armée. Est-ce que là, il peut y avoir un consensus? Zara, vous savez, nous sommes dans une lutte d'influence, en fait, si vous voulez. Bon, vous avez le général d'un côté qui a besoin de sécuriser sa position internationale. Tout simplement pourquoi? Parce que, nous le savons tous, quand la victoire finale arrive, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire ce sont les gens qui ont été les plus actifs, qui restent en place et à qui on donne, si vous voulez, le maximum de garanties au niveau international. Donc les deux, c'est-à-dire sont en train de se battre. Vous avez le Premier ministre d'un côté qui, lui, il va asseoir les choses sur la scène politique intérieure. Est-ce que ce sera faisable? Je ne pense pas que ce sera une chose facile, tout simplement pourquoi? Parce que nous savons que la Libye a été très très longtemps, c'est-à-dire c'est un pays qui est constitué d'une multitude de tribus. Donc pouvoir s'en sortir au niveau politique, ça ne va pas être simple, mais il faudrait d'abord sécuriser au niveau, c'est-à-dire intérieur, par rapport à ces différents groupes
qui combattent à l'intérieur là. Et je pense que ce sera qui prolifèrent. Et une fois qu'on aura arrêté ces groupes-là, je pense qu'on aura stabilisé la scène politique et je pense que la Libye aura la possibilité de pouvoir mettre une classe politique normale en place, entre guillemets. Alors, autre actualité, le démarrage à Kinshasa, en République démocratique du Congo, des inscriptions sur les listes électorales. La commission électorale prévoit pas moins de 5 millions d'inscrits dans la capitale congolaise pour cette opération en vue des élections qui devraient se tenir probablement d'ici la fin de l'année. C'est un sujet signé Jacques Amboka. La Commission électorale nationale indépendante a lancé ce dimanche 28 mai à Kinshasa l'enrôlement des électeurs. Environ 4,5 millions d'électeurs sont attendus pour cette opération qui rentre dans le cadre de la refonte totale du fichier électoral décidée par la classe politique. Pour ces premiers jours d'enrôlement dans la capitale, le chef de l'État, Joseph Kabila, a été le premier à s'enrôler, suivi d'une centaine d'habitants, parmi une foule venue nombreuse, mais qui n'a pas été toute servie. 4 millions, plus ou moins 4 millions 500 électeurs attendus à Kinshasa. Mais les Kinois me disent que non, 4 millions c'est peu, la balle est dans leur camp, la balle est dans notre camp. Nous Kinois, enrôlons-nous massivement, avec discipline. La CENI a déjà enrôlé plus de 24 millions d'électeurs dans 13 provinces. Pour la capitale, qui abrite entre 10 et 12 millions d'habitants, la plus peuplée du pays, les autorités urbaines veulent pousser encore la mobilisation pour battre les records de toutes les provinces. Donc je demande aux Kinois de venir nombreux. Et c'est la seule ville en RDC qui a plus de 10 millions d'habitants, plus de 12 millions. Et nous devons être le premier à avoir enrôlé plus de Congolais dans le fichier national. Alors que toutes les tendances politiques, opposition, majorité et société civile en appellent à une mobilisation générale, beaucoup insistent par ailleurs sur la publication du calendrier électoral. Nous réclamons le calendrier. C'est le calendrier que nous réclamons. On ne peut pas nous faire avancer comme des enfants. Il faut qu'on sache ça commence où, ça va se terminer quand. Il faut qu'on sache cela. Pourquoi ils sont mis à ce sujet? Il y a des agendas cachés et c'est comme ça que nous dénonçons avant. La première phase d'enrôlement lancée ce dimanche 28 mai à Kinshasa ne concerne que 4 communes. L'opération va s'étendre sur l'ensemble de la capitale dans 10 jours, a déclaré le président de la CENI. Pour les observateurs, vu l'engouement constaté, 90 jours fixés par la CENI risquent d'être insuffisants pour achever cette opération dans la capitale. Près de 5 millions d'inscrits. C'est en tout cas ce qu'espèrent les autorités congolaises. Jean-Marie, est-ce que c'est réaliste au regard de l'incertitude sur la tenue de cette élection? Je ne saurais le dire si c'est réaliste. Toujours est-il que, est-ce qu'il y a des moyens, c'est-à-dire en amont, est-ce qu'on a mis des moyens suffisants en place pour pouvoir mener à bien cette opération, si vous voulez, d'inscription des Congolais sur les listes électorales? Parce que pour moi, c'est une opération qui est très très importante. Dans la mesure où on sait que la scène politique de la RDC est en train de bouillir en ce moment. Ça fait depuis des années et des années. Au moins, bon, on nous annonce ici, là, comment dirais-je, une inscription sur les fichiers électoraux. Sur ces fichiers électoraux-là, mais quel est... Moi, j'ai entendu un des intervenants là tout à l'heure, un homme politique demander quel est l'agenda électoral. Le tout n'est pas, si vous voulez, de pouvoir faire un recensement de la population, mais il faut que tous les partis politiques aillent à la bataille en ayant un calendrier strict qui stipule que, bon, à telle date, voilà, nous devrions avoir fini avec, comment dirais-je, le recensement de la population, parce que sinon, la RDC nous a habitués à ça. C'est-à-dire ça va être une course en avant pour que nous nous retrouvions aux dates durant lesquelles l'élection présidentielle devrait se tenir, et on va nous dire encore que non, ce n'est pas possible parce que le recensement n'a pas été fait. Alors que depuis que le président Kabila est là, l'Assemblée nationale, si vous voulez, avait eu, comment dirais-je, des instructions pour que tout se déroule normalement et très bien. Il avait été question à un certain moment de mettre une certaine somme de côté pour que toutes ces péripéties-là ne puissent pas se produire. Mais que s'est-il passé? On se pose la question. Et justement, Alfred, comment parvenir à mobiliser alors qu'aucun calendrier, comme l'a rappelé Jean-François, n'a été fixé? Comment... Alors, les Kinois, bon là, on a vu le gouverneur, on a vu le responsable de la Commission nationale électorale, tout le monde se mobilise. Les Kinois sont toujours mobilisables et sont toujours prêts justement à aller aux élections. Et c'est un bastion fort de l'opposition. Et donc,
tous les leaders, en tout cas de l'opposition, du rassemblement, ont appelé les Quinois à aller massivement s'inscrire dans les listes électorales. Même les plus radicaux de l'UDPS. Oui, oui, ils ont tous demandé et c'est très important. Ce qui est inquiétant, c'est simplement ce qui s'est passé dans les autres provinces. Est-ce qu'on a enrôlé tout le monde? Alors, on a bouclé les opérations vite, sans Pour le moment, on parle de bien. 23 millions d'inscrits. Ça semble peu, hein, et Exactement. on attend 42 millions. Exactement. Et donc, du coup, là, on se dit il y a des inquiétudes à avoir. Qu'à cela ne tienne, si les Quinois peuvent aller massivement s'inscrire, tant mieux. Mais l'inquiétude est aussi sur le calendrier électoral. On a perdu beaucoup trop de temps par rapport à l'accord du 31 décembre dernier. Alors, monsieur, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.